Bonjour à tous pour 0% foot, votre nouvelle émission consacrée à tous les sports en dehors du ballon rond. Alors aujourd'hui au sommaire nous aurons tout d'abord un entretien exclusif avec Sophie Duhart, qui est la recordwoman française du 3000 m steeple qui vient de signer au CA Balma. Et puis ensuite nous parlerons de rugby avec notre chroniqueur, le gérant du site internet lejournaldurugby.fr, il s'agit de Paul Lepère. Et enfin nous terminerons avec des résultats en bref de tous les autres sports. Pour le grand public, on va dire ta carrière ou du moins ta notoriété a commencé à Osaka, c'est ça? Oui, c'est ça. En 2007, donc à Osaka, où à mon premier grand championnat, j'ai terminé cinquième dans une finale de niveau mondial. Donc c'est vraiment une grande année où tout s'est très vite enchaîné, où j'ai aussi réalisé mon premier record de France, où j'ai fait aussi deuxième à la Coupe d'Europe, donc une année parfaite, la réalisation des minima évidemment. Une des rares athlètes en équipe de France à avoir brillé à Osaka, puisque c'est vrai que c'était pas la meilleure année pour l'équipe de France. Donc c'est vrai que c'est une grande année et elle a été difficile à digérer par la suite, parce que c'est vrai que quand ça s'enchaîne comme ça, pour un athlète, de passer de niveau national, on va dire, et concrétiser comme ça, c'est sûr que c'est plus que bien. Le 3000 m steeple, c'est pas forcément la discipline en athlétisme la plus connue, on pensera plus à du 100 mètres, du 200 mètres, voilà. Bon. Ce qui est normal. Alors toi, comment tu es arrivé à cette discipline-là en particulier? En particulier, on va dire déjà mon caractère un peu à tout tâter, à y aller sans avoir peur de rien. Et c'est vrai que le 3000 steeple, il y a des barrières, les filles ont peur, il y a des aléas qui font que c'est une course pas comme les autres. Et c'est aussi lié à mes qualités qui sont d'une course de 1500 à une course de 5000. Donc ceci étant, et à ceci aussi mon entraîneur sur Toulouse qui connaît bien la discipline, puisqu'il a entraîné quelques athlètes sur le 3000 steeple. Alors on parlait tout à l'heure de Osaka, depuis ta progression, comment tu la juges? Alors c'est vrai que c'est difficile à dire. Au niveau de l'entraînement, j'ai énormément progressé. Comme je disais, le haut niveau, ça se construit pas d'une année à l'autre. C'est vraiment une réelle continuité dans le travail. Et des fois, il faut attendre 2-3 ans avant que ça paye. Moi, c'est vrai que 2007, ça a payé, mais c'est parce qu'il y a eu un travail aussi en amont de réaliser. Donc c'est vrai que ça marche pas toujours fort. 2008, ça a été les Jeux Olympiques, donc vraiment un événement majeur dans la carrière d'un athlète. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pression liée à mes résultats de l'année passée, une pression médiatique supplémentaire, difficile à gérer, en faire beaucoup plus. Donc c'est vrai que les Jeux, c'est à demi-teinte. Et cette année 2009, où là, ça a été vraiment à nouveau rebattre mon record de France. Donc pour moi, je suis en grosse progression. Et mes courses montrent que j'ai un réel potentiel en vue de Londres 2012. Et d'ailleurs, la fédération m'a fait confiance sur ça. Et alors justement, avec tous ces objectifs et peut-être une espèce de remise en question, tu as choisi de faire un petit retour aux sources, puisque tu es originaire de la région, de Espalion plus particulièrement, donc l'Aveyron. Oui. Bon là, c'est pas vraiment dans l'Aveyron, c'est plutôt la Haute-Garonne. Alors pourquoi cette motivation de revenir sur Toulouse? Alors ça faisait déjà 2 ans que je pensais à redescendre dans un club du Grand Toulouse, et particulièrement cette année parce que j'ai rencontré Michel Bourdoncle, le président du club du CA Balma, comme je l'avais précisé. C'est une volonté aussi de ma part de donner plus de sens à ma pratique, de rayonner, de faire rayonner, on va dire, les couleurs du Grand Toulouse, de ma région, de la Croix-Occitane, comme je dirais. Et je suis fière de cette appartenance. C'est vrai que dans les interviews, beaucoup me chambrent sur mon accent sudiste. Et moi, je suis fière de ça. Et maintenant, le CA Balma, c'est donc la rencontre d'un homme, m'associer à un projet de club avec une vision moderne de l'athlétisme et rejoindre une bande d'amis aussi, se sentir soutenu, pratiquer avec les gens que je côtoie. Et je vis aussi sur Toulouse, donc ça c'était on va dire une continuité dans ma pratique, puisque je vis à Toulouse, donc
c'est vrai que moi je souhaitais redescendre réellement, quoi. Finalement, est-ce qu'aussi, pour motiver ton choix, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi le fait que le club de Balma, depuis quelques années, on voit est en nette progression? Voilà. On en a parlé aussi pendant la conférence de presse, un club qui est parti de 1500e au classement des clubs français et maintenant qui atteint un rôle de 82e, je crois. Je pense que cette image aussi d'un club qui monte, qui a des ambitions, qui le dit haut et fort et qui met les moyens, c'est peut-être ça aussi qui t'a poussé à rejoindre le club? Moi, déjà, je suis fière de porter les couleurs orange. Et c'est vrai que dans la région, je vois bien qu'il y a vraiment je sais pas comment on peut citer le mot, mais il y a plus de orange sur les parcours qu'avant. Et des amis proches de moi ont signé au club. Il y a en termes de résultats, il y a des gens qui ont des athlètes qui ont réussi. Violaine, comme j'avais cité, Jean-Baptiste Arnaud qui a rejoint le club, qui sont au niveau français très bien classés. Mon ami qui aussi a rejoint le club. Une dynamique impressionnante, des jeunes potentiels. Donc c'est vrai que ça me motive. Et d'autant plus que d'être aussi l'ambassadrice de ce projet humain avant tout. Donc c'est vrai que le CA Balma, pour moi, comme je l'ai dit, pourquoi pas un grand club à Toulouse et qui soit à Balma. Tu parles beaucoup d'objectifs, notamment dans la conférence de presse. Il y en a plusieurs, est-ce que tu peux nous les citer brièvement? Alors, par rapport au championnat du monde, aux Jeux Olympiques à Pékin, en fait, c'est vrai que c'est arrivé très vite. Après 2007, hop, on basculait déjà sur les Jeux. Et je sais que c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Aujourd'hui, j'ai un recul nécessaire. Et donc, pour moi, je suis toujours en vue de Londres 2012. Mais il faut que je me projette à long terme, mais aussi à court terme pour que j'ai des éléments de progression, pour me motiver aussi. Et j'y vois déjà les championnats d'Europe qui sont à Barcelone, donc un peu dans le sud, on va dire, même si c'est en terre espagnole. Et j'ai brillé au niveau européen, je suis bien classée au niveau européen et je crois en mes chances. Donc je me fixe un enjeu vraiment de médaille au championnat d'Europe à Barcelone. Et puis après, on va directement basculer, je crois, sur les Jeux, même s'il y a les championnats du monde en 2011, mais ça va aller très vite. Donc la grosse année de travail, ça va être le 2011 avec les championnats d'Europe de cross au Portugal, les championnats du monde en salle, les championnats du monde aussi estivaux. Mais c'est vraiment un travail en vue de concrétiser à Londres, parce que c'est, comme je dis, une projection qui fait qu'on arrive à réussir le jour J. Et le record de France dans tout ça, tu le places Il va falloir le battre. Ouais. De toute manière, oui. Il va falloir le battre. Je suis en mesure, j'en suis sûre. Maintenant, comme je dis, ça paie toujours peut-être des années après. J'espère que l'an prochain, je vais à nouveau le rebattre. Ma dernière course a montré qu'avec une fatigue à bout de souffle, j'étais à 1 seconde de mon record. Donc, j'espère qu'il va bien voler en éclat. Et puis, alors là, sur les couleurs du orange, alors là, quel plaisir. Voilà, alors pour notre seconde partie de 0% foot, nous sommes maintenant avec Paul Lepère, qui est le gérant du site internet lejournaldurugby.fr, un site qui s'est lancé il y a quelques mois. Alors Paul, on va parler bien évidemment de rugby, on s'en doute, avec toi, et notamment des résultats régionaux, des clubs régionaux, notamment on va commencer par la Fédérale 1, et ça y est, Tournefeuille a remporté son premier match. Alors oui, en effet, Tournefeuille a remporté son premier match 43-16 contre Château-Renard à domicile. Donc la première mi-temps contre le Vent a été un peu dure, mais Tournefeuille a montré qu'il savait défendre, contrairement au fait qu'il soit la plus mauvaise défense dans ce début de Fédéral 1. Et donc à 16-16 à la mi-temps, avec le Vent, Tournefeuille a su envoyer un peu de jeu et donc a même marqué le point de bonus offensif pour finir donc sur le score de 43-16. Bon, c'est on va dire, ça lance un petit peu la saison de Tournefeuille qui, on le rappelle, est novice à ce niveau-là puisqu'ils sont montés l'année dernière. Donc voilà, au niveau du reste de la Fédérale 1, on a quoi au niveau des autres clubs régionaux? On peut parler des victoires de Castanet à l'extérieur ainsi que de la Vallée du Giroux à domicile, voilà, qui continue un début de Fédéral 1 assez bien commencé.
Bon alors du côté de la Fédérale 2 maintenant, là pour le coup le bilan est négatif puisqu'on a 2 défaites et Blagnac et le FCTT ont été défaits sur leur terrain et l'autre à l'extérieur, c'est ça? Oui, tout à fait. Normalement, c'est 2 équipes qui sont assez bien classées, mais le FCTT a perdu à domicile contre le leader 9-6 dans un duel de buteurs. Et Blagnac, eux, ont perdu à domicile contre l'Île Jourdain, donc 26-22, dans un match assez enlevé. Alors Blagnac qui, on le rappelle, il y a quelques saisons, il y a 2 saisons, était un pro des 2, donc 2 divisions au-dessus. C'est étonnant peut-être de les voir galérer comme ça à ce niveau-là. On pouvait peut-être penser qu'ils allaient faire qu'une bouchée de l'Île Jourdain. Oui, tout à fait, mais en même temps, l'Île Jourdain est quand même un club qui est à ce niveau-là depuis quelques temps et qui commence vraiment à être habitué à cette division et voilà, qui a un bon groupe. Bon, et on va terminer au niveau de la fédérale avec la fédérale 3. Là aussi des fortunes diverses pour les clubs du coin. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fédérale 3? Alors en poule 1, Grenade a gagné facilement et donc confirme sa première place. Par contre, le Racing Club Salvetat Plaisance, qui était dernier, affrontait l'avant-dernier, donc Julian, dans un match assez difficile. Ils ont réussi à obtenir le point de bonus défensif, mais bon, l'apprentissage de la Fédérale 3 va être encore assez difficile pour la Salvetat. Et pour les autres poules, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Je crois qu'on a une petite série de matchs nuls étonnants dans une des poules, c'est ça? Voilà, tout à fait. En effet, Gaillac et le TUC ont fait match nul 16-16. Et surtout, le match le plus étonnant, c'est Saint-Juéry-Balma qui s'est terminé sur un score de 0-0. Alors ça, c'est vraiment particulier, 0-0 en rugby. Qu'est-ce qui s'est passé là au niveau des buteurs? Il faut revoir des choses là, c'est pas normal. Un match de rugby à 0-0, c'est pas possible. Je pense qu'il y a eu faillite des buteurs et des grosses défenses des 2 côtés. Okay. Au niveau de la Fédérale 3, on a d'autres résultats notables à communiquer? Muret a gagné en Andorre et donc conforte une 2e place méritée en ce début de saison. Voilà. Ok, alors bon, pour la fédérale, c'est bon. Maintenant, on va s'attacher un peu plus à la Pro D2. Et alors, il y a une histoire particulière avec Colomiers. On a Roland Pigeot qui a donné sa démission. Et alors en fait, on nous a peut-être pas tout dit sur l'histoire, parce qu'il y a certaines choses qui commencent à sortir dans la presse. Vous pouvez nous en parler en quelques mots? Alors oui, en fait, ce qui s'est passé, donc Roland Pigeot a donné sa démission sous couvert de, je pense, les joueurs ont mis un peu la pression sur les dirigeants pour qu'il y ait du changement. Et donc Bernard de Justy avait dit qu'il allait prendre l'intérim tout seul en attendant que quelqu'un le rejoigne. Et les joueurs ont refusé et donc fait mettre Bernard de Justy à la porte, se retrouvant ainsi en autogestion. Et ce week-end, donc, en autogestion, ils ont eu une victoire assez importante contre La Rochelle, qui est quand même un prétendant à la montée au top 14 et qui, depuis les dernières saisons, a toujours fini dans les premiers et a toujours fait les phases finales. Donc c'est une belle victoire pour une équipe en autogestion. Mais cette semaine, normalement, on devrait avoir la nouvelle. Le nouvel entraîneur devrait être nommé par les dirigeants et donc cette autogestion sera de ce fait terminée. Bon, c'est vraiment très étonnant cette histoire d'autogestion, surtout en rugby où on est habitué à avoir un entraîneur des avants, un entraîneur, un coach général, peut-être même des fois un staff beaucoup plus étoffé. Donc peut-être que c'est la solution pour Colomiers pour pourquoi pas jouer le haut tableau, parce que c'est vrai qu'ils sont capables du meilleur comme du pire, on le voit depuis quelques années. Donc voilà. Et l'autogestion, alors là pour le coup, je vois mal le Stade Toulousain faire de l'autogestion. En tout cas, ce week-end, ils se sont pris en main à la mi-temps. Ils étaient menés assez largement. Ils se sont pris en main. Ils ont fait une petite autogestion, même s'il y a quand même Guy Noves et tout son staff derrière. Et ils ont remonté, ils ont battu les Harlequins. C'était pour le compte de la H-Cup. Oui, tout à fait. Menés 14-0 à la mi-temps à cause d'une première mi-temps un peu brouillonne. Ils ont réussi en deuxième mi-temps à renverser la tendance, notamment sur une action importante de Maxime Médard qui permet à Dongui de marquer un essai. Et donc ils gagnent au résultat 23-19 sur une fin de match assez engagée dans un match de très haut niveau. Bon, et enfin on va terminer en parlant un petit peu de votre site quand même, Paul, puisque il faut bien en parler. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors déjà, je crois savoir que tous les résultats de Fédéral, on pourra les retrouver sur le site internet dès aujourd'hui, on peut les retrouver. Et puis, qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'il y aura d'autres articles dans les jours qui arrivent? Allez, mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Alors, donc sur journaldurugby.fr, donc vous aurez tous les résultats top 14, Pro D2, fédéral, de toutes les fédérales, mais aussi des témoignages.
Notamment tous les jeudis, il y a une rubrique consacrée à Vincent Clément, capitaine du Sporting Club albigeois. Donc tous les jeudis qui écrit un petit billet assez sympathique. Et ensuite donc un article chaque week-end sur les matchs du top 14 et un peu de Pro D2 aussi. Bon, et je vous conseille particulièrement le billet du capitaine de Albi, puisque j'ai eu l'occasion de lire celui qu'il y a cette semaine à l'affiche, et c'est vrai que c'est particulièrement bien écrit, avec cette petite pointe de piquant. Voilà, c'est pas très orthodoxe forcément dans la manière de faire. En tout cas, c'est pas politiquement correct, et ça fait du bien de voir ce genre de choses dans un site de rugby. Merci encore Paul. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau point sur le week-end rugbystique du coin. Et d'ici là, on vous souhaite plein de bonnes choses pour votre site. Merci encore. Au revoir.